Je dirais que c'est une méditation, à la fois aussi une réflexion sur la question de l'abolition. Plus que de l'esclavage, en fait, un questionnement sur l'abolition, en fait. Et si je dis l'abolition, donc sur la justice, sur la thématique de la justice, mais aussi sur la thématique de l'éducation, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, entre guillemets, le film d'esclavage, c'est presque un genre en soi. Et moi, c'est pas ça que je raconte, en fait. Ce que je raconte, c'est vraiment l'après. Et qui dit après, dit comment c'est en écho avec nous aujourd'hui et maintenant. Ah bah, j'ai sauté de joie. J'étais heureux. Moi, vous savez, j'ai eu la chance, il y a quelques années, d'être membre du jury à Angoulême avec notre présidente. C'était la merveilleuse Sabine Azema. Et j'ai eu la chance, et donc comment dire, j'ai vu de l'intérieur ce merveilleux festival qui est magnifique, qui donne la part belle aux réalisatrices, aux réalisateurs, aux acteurs, enfin tout. C'est une sorte de fête comme ça. Et en même temps, c'est un festival qui est hyper exigeant, je trouve, parce que la sélection est souvent belle, pointue. Il y a en même temps on est dans du divertissement, mais en même temps on est dans quelque chose de la réflexion, et c'est ouvert au monde. C'est un festival que j'aime beaucoup, vraiment. En fait, j'entends parler de lui, c'est en 2010 par là, je fais un concert sur l'île de la Réunion, et en fait, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont parlé de Fursi, qui m'ont parlé d'abord du livre qui était sorti, et je crois qu'ils voulaient faire une pièce de théâtre ou quelque chose comme ça. En tout cas, ils avaient un projet ou de spectacle ou de théâtre ou d'animation, quelque chose, et ils voulaient que je participe, que je mette en scène. Donc moi j'ai lu le livre, et que j'ai trouvé super et tout. Mais disons qu'à l'époque, tout ce qui concernait un peu l'esclavage et tout ça, c'est pas que je mettais ça à distance, mais je pense que j'étais pas prêt à parler de ça. J'avais d'autres projets artistiques, d'autres choses. Je voulais faire d'autres choses, notamment sur la langue. Enfin, et donc j'ai poliment mis ça un peu de côté, en disant que c'était super, mais que j'étais pris et que j'avais pas le temps de. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Mais en tout cas, j'avais été déjà avec le bouquin de Mohamed, j'avais été bouleversé par ça. C'est comme ça que la première fois que j'ai entendu parler de Fursi, c'est par le bouquin de Mohamed, et par ces personnes qui sont venues me voir et m'ont proposé ce projet-là. Il y a eu plusieurs choses. D'abord, j'ai travaillé, les gens de la Fox étaient rentrés en contact avec moi pour doubler Nat Parker sur le film qu'il faisait sur Nat Turner, précisément, Birth of the Nation. Et donc ce film m'avait vraiment marqué. La rencontre, je suis allé à Los Angeles, j'ai rencontré Nate et tout ça, et on s'est liés d'amitié. Enfin, tous ces thèmes-là, vraiment, il y a quelque chose je trouvais ça fort, et je me disais que peut-être il y a quelque chose à raconter de notre point de vue, mais c'était dans un coin de ma tête, sans. Ensuite, en revenant, j'ai des amis qui travaillaient au musée d'Orsay, qui étaient en train de préparer une exposition qui allait s'intituler Le modèle noir de Jéricho Amatis. Et encore là, j'ai participé à cette exposition. J'ai fait un spectacle basé sur une pièce de un tableau de Pierre Puvis-Chavannes qui s'appelle Le jeune noir à l'épée. J'ai travaillé sur les corps noirs. 19e siècle, enfin des choses qui étaient qui touchaient ces thèmes, cette thématique-là. Et puis toujours dans la même période, vous savez peut-être qu'à Nantes, ils organisent des événements. La ville est dédiée justement à les commémorations de l'abolition de l'esclavage, sur l'esclavagisme, etc. Il y a un musée qui est important, il y a un mémorial qui est important, etc. Et chaque année, ils prennent des parrains. Et ils m'avaient pris en parrain avec Patrick Chamoiseau, avec Françoise Vergès, etc. Et là, j'ai assisté à des concerts, des conférences très pointues sur la thématique de l'esclavage et tout. Et là, je me suis dit vraiment, ouais, il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose. J'avais une vision esthétique, ce que j'avais fait sur Le jeune noir à l'épée. Il y avait enfin, j'avais plein de choses. Et précisément, c'est dans la foulée de ça que Étienne Comard m'appelle, et il me dit voilà, je travaille sur un projet et tout. J'aimerais bien t'en parler. Et je le vois, et il me tend le livre de Mohamed Aïssaoui. Et ça faisait quasiment 10 ans, jour pour jour quasiment, que on m'avait passé le livre à La Réunion. Donc mais sauf que là j'étais prêt. Et sauf que là je savais que je pouvais raconter quelque chose, je savais que je pouvais amener quelque chose de singulier. Et voilà, donc je me suis lancé dans cette aventure. Voilà. Déjà, bon, moi je suis pas historien, donc mon idée c'était vraiment de dire comment j'allais
me saisir de l'esprit de cette histoire, l'esprit, je précise bien l'esprit de cette histoire, et comment rendre au mieux ce qu'incarnait Furcy. Qu'est-ce que ça veut dire que de parler d'esclavagisme ou d'esclavage aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie que de parler de justice? Mon idée, c'était vraiment de me mettre en dialogue avec cette histoire-là que j'avais, et comment on peut se raconter aujourd'hui, en quoi ça fait sens aujourd'hui, en quoi ça voulait dire quelque chose aujourd'hui. Je voulais faire vraiment un film de cinéma, c'est du cinéma que je fais. Et que il s'agissait pas d'avoir la prétention que de vouloir raconter vraiment l'histoire de Furcy. Déjà, on n'a pas le temps en 1h30, 2 heures de raconter la vie de quelqu'un. Et puis, en même temps, de pas, comment dire, de pas aussi avoir la prétention, de pas être dans une démarche de donneur de leçons ou ce genre de choses. Vraiment faire un film de cinéma qui pour moi fonctionne sur l'émotion, mais aussi sur cette idée que on peut voir un film et en sortant de ce film, on a l'impression de grandir, on a l'impression d'avoir appris quelque chose et on a envie finalement d'avancer, de faire peuple, de faire France, enfin, de faire des choses positives, quoi. Voilà, j'étais mu par ça. Et donc voilà, donc il a fallu trouver cet équilibre-là, mais je me sentais prêt pour pouvoir raconter ça sans prétention aucune. Encore une fois, parce que quand on a affaire à des sujets comme ça si denses, là on parle d'esclavagisme, on parle de sujets quand même très très sérieux, et il s'agissait pour moi d'aborder ça de la façon la plus juste, je dirais. D'abord, précisément en tant qu'artiste, la violence est vraiment un thème important pour moi. La réflexion autour de la violence, comment on montre la violence, comment on doit faire en sorte de pas instrumentaliser la violence. En fait, toutes ces choses, tout ce questionnement-là, c'est quelque chose qui fait partie précisément, oui, de ma réflexion en tant qu'artiste et sur tous les médiums que j'utilise, je dirais. Donc là, la question s'est posée directement, mais ce qui était important pour moi, c'était aussi de pas détourner le regard. C'est-à-dire qu'on pouvait regarder cette histoire violente, difficile, la regarder droit dans les yeux, sans vouloir, d'une certaine manière, atténuer ou je sais pas, ou réfléchir de manière graphique, etc. Enfin, il y avait vraiment, comment dire, essayer de trouver la juste distance et comment en même temps dire que ça reste un film, mais c'était aussi le fait de dire que néanmoins ça se base sur des choses réelles, sur des choses qui se sont passées vraiment. La violence de l'esclavage, ça veut dire quelque chose. Les horreurs de l'esclavagisme, ça veut dire quelque chose. Donc tout mon travail, ça a été comment j'allais trouver la bonne distance. Et donc ça a été une réflexion, je trouve ça beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions, mais surtout une réflexion au départ avec toutes ces images d'archives que j'avais, ces images horribles, ces images de violence, et je me disais comment j'allais pouvoir montrer ça, parce que ça, on peut arriver très vite dans ce glissement-là où d'une certaine manière, entre guillemets, on magnifie ces choses-là. Comment j'allais trouver ce truc, montrer quand même cette horreur à bonne distance, sans la cacher et en même temps sans exagérer non plus. Voilà, donc ça a été vraiment une vraie réflexion, une réflexion presque, j'ai presque envie de dire presque éthique, presque dans une déontologie de travail, réellement. Pour dire la vérité, vraiment pour vous dire la vérité, c'est dans toutes les disciplines artistiques que j'exerce, être sur un plateau, c'est peut-être ce qui est le plus jouissif pour moi. Ce qui est le plus, il y a une forme d'aboutissement parce que d'une certaine manière, il y a tout ce que j'aime en tant qu'artiste, mais on peut l'amener à un autre niveau d'une certaine manière. Et ça pour moi c'est fabuleux. Être sur un plateau, c'est écrire un texte avec des êtres, avec des personnes qui sont là. C'est faire comment dire, c'est écrire un poème avec de la matière. Je lisais récemment Cocteau qui parlait justement en tant que poète, comment il appréhendait le cinématographe, comme il dit, et ben je ressentais vraiment ça, c'est-à-dire le cinéma, c'est une sorte d'aboutissement de toutes les autres disciplines. C'est que tout d'un coup, il y a quelque chose de plus abouti que le reste, de l'indicible d'une certaine manière. Ouais, c'est vraiment quelque chose de plus abouti qui va encore plus loin que toutes les autres disciplines que je peux exercer néanmoins. Voilà. Avant de me dire que ça allait être Makita, j'ai vu beaucoup de monde. Mais c'est vrai que Makita, ça a été une évidence. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de sa simple présence, comment il incarne ses expressions, son visage. En fait, il avait même pas besoin de s'exprimer, que tout était là d'une certaine manière. Et j'avais l'impression d'avoir pas un visage, mais un paysage. J'avais l'impression d'avoir quelque chose qui pouvait parce que encore une fois, raconter l'histoire de Furcy,
raconter l'histoire d'un esclave, forcément, ça allait être quelqu'un qui allait pas s'exprimer tant que ça, puisque finalement, un esclave est un, comment dire, est un bien meuble, donc quelqu'un dont la parole ne compte pas d'une certaine manière. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un qui soit capable précisément de tout dire sans parler, de tout montrer sans parler. Et Makita, il est exceptionnel pour ça. Dès que j'ai vu Makita, dès que j'ai su que c'était lui, et ses essais ont été magnifiques. Enfin, il était vraiment la personne parfaitement adaptée pour interpréter ce rôle, vraiment, vraiment. Pour moi, encore une fois, la musique, c'est un acteur du film, c'est un acteur de mon travail, véritablement. C'est pas juste on met de la musique comme ça, il y a un dialogue réel entre ce qui est dit à l'image, ce que la musique nous raconte. Il se passe quelque chose, et ce dialogue-là, en fait, c'est le dialogue que j'ai avec mon frère en musique. Nous, on a une manière de travailler où on parle énormément, on discute énormément, et ce dialogue-là, d'une certaine manière, on le retranscrit. Et donc, je lui fais tellement confiance que lui, il fait ce qu'il a à faire. Et puis, généralement, on est comme ça. C'est comme deux personnes qui discutent sur la thématique qu'on aborde. C'est son point de vue à lui. Et ça, on met ces deux-là en dialogue. On n'est pas juste en train comment dire, de souligner des sentiments. On est en train de dire quelque chose. C'est des sentiments qui dialoguent, qui s'expriment les uns les autres. C'est le même travail que j'ai avec Fabien Coste qui fait les photos, qui pareil, et c'est ma famille. On travaille aussi, on fait tous nos projets ensemble. C'est exactement la même chose. C'est comment comment dire, cette discipline, le cinéma qui est une sorte de d'art de la synthèse où tout se retrouve. Et ben comment toutes ces disciplines qui se retrouvent, comment on les met en dialogue, comment elles discutent les unes avec les autres. Et ben tout ça, l'image, le son, le storytelling, comme on dit en bon français, tout ça, comment on met tout ça en lien et comment on fait en sorte que tout ça puisse fonctionner. Voilà. Et forcément, je peux pas le faire avec d'autres que ces gens avec qui je travaille depuis toujours, en fait. Voilà. Je vais vous citer un soufi égyptien du XIIIe siècle qui dit que les mots sont des formes vides, la vie pénètre par le secret de l'intention. Et j'ai envie de vous dire que francophonie, c'est un mot, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on met à l'intérieur, en fait. Et moi, ce que j'ai envie de mettre à l'intérieur de ce mot francophonie, parce que vous savez aussi que à un certain temps, ça a été aussi un véhicule d'une certaine vision coloniale, etc. Et on peut pas faire fi de ça. Mais encore une fois, c'est un mot, et comme dit ce soufi, c'est une coquille vide. C'est à nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on insuffle dedans. Et moi, quand on dit francophonie, tout de suite en écho, je pense à universel. Je pense à réinventer des relations entre les peuples. Et je pense aussi à une forme d'alternative contre une forme d'hégémonie anglo-saxonne aussi. Et donc voilà, donc je pense à tout ça. Mais en tout cas, je pense à quelque chose de positif et à quelque chose, à un mot qu'on doit sans cesse revisiter positivement.